Nous voilà déjà arrivés à la dernière semaine de théorie pour le cours de traitement thermique. J'avais abordé un dernier chapitre concernant les fours de traitement thermique en tant que tel. Donc il est important d'accorder quelques périodes pour expliquer un peu mieux le fonctionnement de fours de traitement thermique, surtout ceux qui fonctionnent sous atmosphère. Afin de comprendre un petit peu certains phénomènes qui ont lieu entre la pièce traitée thermiquement, donc la pièce en acier, et la nature de l'atmosphère utilisée lors du traitement thermique. Donc, c'est pas seulement au niveau, c'est pas un chapitre qui aborde le fonctionnement matériel des faux traitements thermiques. Ben oui, quelque peu là, mais le chapitre sert surtout à comprendre les phénomènes qui ont lieu à l'interface de l'acier et des différents types d'atmosphère et le rôle de certains gaz qu'on retrouve dans la plupart des fours industriels de traitement thermique. Donc, les fours à atmosphère. Pour comprendre un petit peu les interactions qui ont lieu entre l'acier et l'atmosphère servant pour le traitement thermique, il est important de se rappeler de certains détails concernant les propriétés des gaz. Donc, les gaz, étant donné que l'atmosphère, bien entendu, est un gaz, l'atmosphère est constituée de plusieurs molécules. On peut générer des gaz artificiels dans les fours de traitement thermique afin de particulièrement protéger l'acier lors du traitement thermique. Mais avant, c'est bon de se rappeler un petit peu le comportement des gaz, de vous rappeler que ce que vous avez appris, de ce que vous avez appris en principe dans vos cours de chimie et de physique, le lien qui existe entre la pression d'un gaz, le volume occupé par un gaz dans une enceinte, ainsi que la température de ce gaz. Il existe la loi de Charles qui se nomme aussi là, la loi des gaz parfaits, qui relie ensemble la pression du gaz, donc la force exercée par le gaz sur les parois d'une enceinte d'un certain volume, ainsi que la température du gaz. Donc la pression fois le volume est divisé par la température. Ces trois caractéristiques-là demeurent dans le cas d'un gaz parfait constantes. Un gaz parfait, c'est quoi? C'est un gaz, c'est un modèle. C'est pas le gaz en tant que tel qui est parfait. C'est plus le modèle qui relie la pression, le volume et la température, qui est toute simple ici. Là. Donc, vous voyez que le ratio pression-volume-température, il est constant. Ça veut dire que si on change, par exemple, la pression, si vous augmentez la pression, tout en maintenant le volume constant, ça implique que cette augmentation de pression-là peut être générée par une augmentation de température d'un gaz. Comme par exemple, dans un pneu de voiture, ou mettons si vous ajoutez un certain nombre de gaz, donc vous ajustez la pression d'un pneu pendant qu'il fait 0 degré à l'extérieur, et que donc le gaz est aussi à 0, et que quelques semaines ou quelques mois plus tard, vous remesurez la pression pendant une canicule à 40 degrés. Si on considère qu'il n'y a pas eu de fuite du tout, vous allez constater une augmentation de la pression. Comme par exemple, si vous avez mis 31 PSI de pression lorsque vous avez ajouté le gaz à 0 et que vous remesurez la pression à 40, mais vous risquez de mesurer une pression de quelques PSI supplémentaires. Donc, c'est tout simplement ce que veut dire l'équation qui est ici. Sauf qu'en réalité, c'est plus complexe que ça. Au fur et à mesure que le nombre de gaz est important, que la température est importante, il existe des interactions entre les molécules. Les molécules rentrent en collision. Elles interagissent ensemble de par leur pouvoir d'attraction entre elles. Ce qui fait qu'en réalité, le modèle des gaz parfaits devient de moins en moins exact et pour avoir une meilleure précision, pour avoir une idée plus réaliste du comportement des gaz, on va se retourner
d'autres modèles mathématiques beaucoup plus complexes, mais que vous n'avez probablement pas appris et qu'il n'est pas non plus pertinent de connaître ici dans ce cours-là. Donc c'est juste un petit rappel ici là, de, de, du lien qui existe entre la pression, le volume et la température d'un gaz. Donc, au cours des opérations de traitement thermique, l'élévation de température dans les fours augmente les volumes gazeux et la pression. Donc, par exemple, lorsqu'on fait un traitement thermique au BMI et qu'on fait un vide, il reste toujours des molécules. Et lorsque la température grimpe, ben, les molécules reçoivent de l'énergie de par les radiations infrarouges provenant des éléments et ils gagnent en vitesse et ils percutent les parois du four avec une plus grande énergie. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la pression du four augmente au fur et à mesure que la température grimpe pour un même nombre de molécules de gaz. Donc, c'est le cas là, dans toutes les conceptions de four, là, dans le cas où les fours sont complètement fermés, lorsqu'on augmente la température, la pression augmente, à moins qu'on laisse sortir du gaz au fur et à mesure qu'on grimpe la température de façon à maintenir la pression pour des raisons de sécurité généralement. Donc les enseignes classiques n'étant pas totalement étanches, c'est ce que je viens de dire, sont caractérisées par un taux de renouvellement de gaz mesuré à la température ambiante ainsi que par un taux de fuite généralement croissant avec la température. Dans les fours industriels, on va voir là pas dans cette capsule-ci, mais dans la suivante, que dans certains fours atmosphère contrôlée, il y a une certaine recirculation de nouveaux gaz pendant toute la durée du traitement thermique. Donc, on n'est pas dans un milieu fermé. On fait sortir du gaz, on en remet, donc de sorte que la pression dans cette situation-là est maintenue constante, même qu'on peut la contrôler, et donc que la température n'a pas vraiment un effet sur la pression du four, comme ça l'est en réalité dans, par exemple, le four BMI, dans lequel l'enceinte du four est complètement fermée et hermétique et sans fuite. Diffusion. Donc la diffusion, on en a parlé un petit peu dans le chapitre précédent concernant les procédés de carburation, mais ici on parle de diffusion d'un mélange de gaz et non pas de la diffusion d'éléments dans le métal. Donc il faut faire la distinction ici. Le terme diffusion, c'est en rapport avec le mélange gazeux. Donc, la diffusion des gaz sans réaction chimique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réaction, c'est seulement un mélange de plusieurs gaz qui sont injectés dans l'enceinte du four lors d'une opération de traitement thermique sous atmosphère contrôlée. Donc, avec la convection, c'est-à-dire, par exemple, si le four est chauffé de manière locale à l'intérieur de l'enceinte, ben, il va y avoir un effet de convection. Le gaz chaud va avoir tendance à remonter vers la partie supérieure du four. Donc, il va se créer un mouvement de gaz, une diffusion, un mélange. Il peut aussi y avoir, comme c'est le cas dans notre BMI, un ventilateur qui va, généralement, on va retrouver souvent des ventilateurs dans les fours de manière à avoir un mélange de gaz le plus homogène possible, mais aussi d'avoir une chaleur la plus homogène possible de manière à ce que la température atteinte à la surface de l'acier soit la plus pareille partout. Donc, la manière dont s'effectue le mélange de deux ou plusieurs espèces gazeuses, ça va donc l'importance que le gaz soit bien mélangé va demander l'ajout de certains équipements supplémentaires autour du four, comme par exemple des agitateurs, un ventilateur, aussi plusieurs points de sortie d'entrée différents du mélange gazeux à plusieurs endroits différents dans le four. On parle aussi, ce qui est important en traitement thermique sous atmosphère contrôlée ou gazeuse, c'est la notion de viscosité. Vous savez que c'est pas seulement les liquides pour lesquels la viscosité est concernée. Donc, vous savez c'est quoi la viscosité? Comme par exemple de l'eau, c'est moins visqueux que du sirop d'érable ou de l'huile à moteur. Donc, c'est ça la viscosité, c'est la force de cohésion entre les molécules d'un fluide.
Donc, les gaz ont une viscosité, comme les liquides. Donc, la viscosité des gaz ou des liquides définit leur mobilité. À volume constant, la température croissante élève la viscosité des gaz. Et ça, c'est un petit peu surprenant à entendre parce qu'au niveau des liquides, c'est l'inverse. Lorsque vous chauffez un liquide, sa viscosité tend à diminuer. Donc, comme par exemple, là, le cas classique, c'est l'huile à moteur de voiture. Donc, lorsqu'il fait très froid, là, mettons le matin, lorsque vous prenez votre voiture au mois de janvier puis qu'il fait moins 30, euh, le véhicule a de la difficulté à démarrer et la raison, c'est que l'huile à l'intérieur du moteur est très visqueuse, de sorte que les pistons, lorsque le moteur démarre à partir de l'énergie dans la pile, dans la batterie de plomb, euh, lorsqu'on injecte de l'énergie sur les pistons ont beaucoup de difficultés à se mettre en mouvement parce que l'huile dans laquelle ils sont plongés est très visqueuse, offre une résistance au mouvement des pistons et rend le moteur difficile à démarrer. Mais lorsque vous réussissez à démarrer le moteur et que la combustion s'effectue entre le mélange d'essence et d'oxygène dans le moteur et que là, l'explosion a lieu dans les pistons, ben là, vous savez qu'il y a 33% de l'énergie de l'essence qui est fournie sous forme de poussée, sous forme mécanique, et le 2 tiers, c'est sous forme thermique. Lorsque vous brûlez de l'essence, là, pourquoi que les pistons se mettent en mouvement? Parce que l'explosion générée par la combustion de l'hydrocarbure avec l'oxygène, il y a une vaporisation instantanée qui se fait. Donc, au départ, l'essence est à l'état liquide et il est mélangé avec l'oxygène avec une source d'ignition, donc une étincelle fournie par les bougies du moteur. Et puis là, ben, instantanément, le volume d'essence brûle avec l'oxygène et se vaporise à haute température et prend instantanément, en une fraction de seconde, beaucoup d'expansion. Cette poussée-là pousse sur les pistons et met le piston en mouvement et met les roues de la voiture en mouvement en même temps. Mais l'huile, si elle est très très visqueuse, ben le piston a de la misère. Mais aussitôt que la réaction, le moteur démarre, et que là, les pistons sont en mouvement, et là, la chaleur commence à grimper dans le moteur, et donc l'huile se réchauffe, et là, le moteur devient de plus en plus facile à tourner au fur et à mesure que l'huile se réchauffe, parce que là, l'huile devient de moins en moins visqueuse. Donc, les liquides deviennent moins visqueux à mesure que leur température augmente. Par contre, pour les gaz, c'est complètement l'inverse. Lorsque vous réchauffez les gaz, ils deviennent plus visqueux. Donc oui, les gaz ont une viscosité. Euh, on en est rarement témoin parce que nous, on est exposé à l'air. On est rarement exposé à d'autres gaz que l'air qui nous entoure. Et l'azote et l'oxygène, qui constituent la plupart des gaz, ne sont pas une variation de viscosité selon la température très importante. Il y en a une, mais pas si importante. Euh, la résistance de l'air, lorsque vous roulez en voiture à moins 30 degrés C, la résistance de l'air est plus forte, c'est-à-dire la résistance de l'air est moins forte que la température plus élevée parce que c'est plus visqueux quand c'est chaud pour les gaz. Mais il y a une faible différence à cause que l'oxygène et l'azote ne sont pas des gaz qui ont un coefficient de viscosité très élevé avec la température et que la variation de température entre moins 30 et 30 n'est pas si élevée que ça en ce qui concerne les gaz. Par contre, il y a d'autres gaz pour lesquels, lorsque vous augmentez leur température, vous modifiez la température, la variation de viscosité est plus grande. À volume constant, la température croissante élève la viscosité des gaz, donc c'est ça qu'il faut retenir, et diminue celle des liquides. Donc c'est quelque chose qu'il faut tenir compte dans les fours de traitement thermique. La densité des gaz, la masse volumique autrement dit. Il faut considérer la masse volumique des gaz utilisés dans les fours de traitement thermique.
Ça va influencer, comme la viscosité, va influencer la capacité de brassage du gaz. Plus un gaz est lourd, plus il est visqueux, plus il est chaud, plus il est difficile à brasser dans le four. L'hydrogène et l'hélium, ben, c'est des gaz qui sont beaucoup plus légers que l'air, l'air étant l'azote et l'oxygène, donc l'hydrogène et l'hélium sont plus légers que l'oxygène et l'azote. En revanche, des gaz hydrocarbures, comme le propane, le butane, sont des gaz plus lourds que l'air. Donc, à titre de comparaison, là, la densité, c'est directement relié à la masse atomique des atomes et des molécules. Donc, plus un gaz est constitué d'atomes lourds, plus il va être dense. La conductivité thermique des gaz, c'est aussi une caractéristique qu'il faut tenir compte. C'est la capacité d'un gaz à transmettre sa chaleur ou à conduire la chaleur. Généralement, lorsqu'on se sert des gaz pour chauffer les métaux, meilleure est la conductivité thermique du gaz, plus est efficace le chauffage de la pièce dans le four, et le chauffage est d'autant plus rapide aussi. Donc, on va voir plus tard dans un tableau que parmi les principaux gaz qu'on peut utiliser en traitement thermique, l'hydrogène, le H2, possède une excellente conductivité thermique. C'est une des meilleures, soit dit en passant. On a ici un tableau qui fait un résumé des différentes propriétés dont on vient de parler, à part la viscosité qui n'est pas représentée ici, mais vous avez à la fois la densité et la conductivité thermique de différents gaz les plus rencontrés dans les fours à atmosphère. Donc, on commence par l'air qui est le mélange azote, oxygène, argon, avec une masse volumique de 1,293 kg par mètre cube et une densité relative. Ben, la densité relative, c'est la densité d'un gaz par rapport à celle de l'air. Donc, c'est normal d'avoir 1 point exactement pour l'air. Et une conductivité thermique qui est exprimée ici en watts par mètre par Kelvin. Donc, vous avez des chiffres ici et là, on peut comparer entre eux les différents gaz, comme par exemple le deuxième qui vient dans la liste, c'est le CO2, qui est plus lourd que l'air, donc 1,977, ce qui fait que s'il n'y a pas de brassage d'air, admettons que vous mettez du CO2 dans un milieu fermé et qu'il n'y a pas d'agitation, vous ne brassez pas l'air, ben vous allez vous retrouver avec beaucoup plus de CO2 au niveau du sol qu'au niveau, par exemple, du plafond. Il n'y aura pratiquement pas de CO2 au plafond, puis vous allez avoir presque tout le CO2 concentré au sol. C'est ce qui se passe sur notre planète. D'ailleurs, là, il y a 410 parties par million moyen dans l'atmosphère terrestre, mais il n'est pas réparti tout à fait également. Il y a plus de CO2 au niveau du sol qu'il y en a en haute altitude. Mais étant donné que l'atmosphère, étant donné la rotation de la Terre, ainsi que le chauffage radiatif du Soleil qui fait de la convection, combiné avec la rotation de la Terre, l'atmosphère n'est pas immobile, bien entendu. Il y a beaucoup de courants d'air qui sont créés. Il y a un brassage assez intense qui se fait continuellement, de sorte que du CO2 est amené en très grande quantité en atmosphère plus élevée. Mais au total tout, il y a quand même, là, si vous prenez une concentration de CO2 au niveau du sol, puis la comparez en moyenne avec celle qui est en haute altitude, il y a plus de CO2 au niveau du sol qu'à haute altitude. En termes de concentration, pas uniquement en termes de nombre. L'ammoniac est un autre gaz aussi qu'on utilise particulièrement, là, presque spécifiquement pour les opérations de nitruration, comme on l'a vu à la capsule précédente, qui est un gaz qui est assez léger. Donc lui, c'est le contraire, il a tendance à remonter. L'argon, qui est un gaz quand même relativement lourd, là, c'est plus lourd que l'air, lui aussi a tendance à rester au plancher. On a été témoin il y a quelques années de cette réalité-là lorsque des soudeurs, 3 soudeurs sont décédés au Québec lorsqu'ils étaient en train de faire la réparation du fond d'une citerne où on avait oublié
de fournir des masques à oxygène aux soudeurs. Ils avaient soudé à l'argon, puis un premier soudeur est en train de souder, puis il s'est intoxiqué, pas à l'argon, parce que l'argon n'est pas toxique, mais l'argon remplace l'air progressivement, a remplacé progressivement l'oxygène de l'air, étant donné qu'il était plus lourd et qu'il était dans un lieu non aéré et complètement fermé. Donc au fur et à mesure qu'il dépensait l'argon en soudant, l'argon s'est accumulé au fond de la citerne et l'oxygène et l'air donc a été remplacé progressivement par l'argon et le soudeur est décédé par asphyxie et non pas intoxication. Asphyxie, c'est-à-dire par manque d'oxygène. Et il y a eu 2 autres soudeurs qui sont décédés parce que ils sont allés à tour de rôle tenter d'aller secourir le soudeur au fond de la cuve et ils ont été privés à leur tour de l'oxygène arrivé au fond de la cuve. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver là, si on ne prend pas les précautions nécessaires là, en fonction des gaz avec lesquels on travaille, surtout en soudage. Vous avez l'azote qui est pur, qui est ici, là, dont la masse volumique ressemble beaucoup à celle de l'air. C'est normal, il y a quand même 78% d'azote dans l'air. Et à partir de comparaison, je vais terminer là. Je vais terminer avec 2 autres gaz. Un hydrocarbure, le butane, qui est utilisé de temps en temps en traitement thermique. Vous voyez à quel point il est plus lourd que ce qu'on a vu à venir jusqu'à maintenant. L'hélium, qui est très léger. On voit à quel point, là, un 0,138 de densité relative. L'hélium, lorsqu'on l'utilise dans plusieurs applications, l'hélium, notamment pour notre appareil à fluorescence X lors de l'analyse des éléments légers, c'est un gaz qui n'est pas dans l'air naturel. Il ne peut pas parce qu'il est tellement léger même la gravité n'est pas capable de retenir l'hélium. Il provient uniquement des sources d'hydrocarbures. Il est enfoui dans le sol et on le fait sortir. Il est un résidu ou un sous-produit du gaz naturel et on arrive à le séparer du gaz naturel et on le purifie puis on l'utilise pour toutes sortes d'applications dans des appareils de mesure par exemple. Mais lorsqu'on le consomme, l'hélium, lorsqu'il sort de l'appareil puis se retrouve dans l'air, il n'est pas toxique. Il n'est pas très dangereux. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas l'opportunité de remplacer de l'oxygène. Il est tellement plus léger qu'instantanément, il remonte très vite dans l'atmosphère et il quitte la gravité et il est perdu dans l'espace. Donc, l'hélium n'est pas à l'inverse de l'argon où on peut le récupérer parce qu'il demeure au sol, il est plus lourd. L'hélium n'est pas récupérable. Et vous avez l'hydrogène aussi. Gazeux. Lui, l'hydrogène n'a pas vraiment le temps de s'enfuir. Là. Même, vous allez me dire, il est plus léger que l'hélium. Fait que l'hydrogène, lui aussi, s'en va dans l'espace. Non. L'hydrogène est tellement réactif que lui, il va très rapidement réagir avec l'oxygène de l'atmosphère pour se transformer en vapeur d'eau. Donc, il n'y a pas l'opportunité, lui, de partir dans l'espace. Et vous avez d'autres gaz comme le méthane, le monoxyde de carbone ici. Voilà. Donc, l'air, 78% d'azote et à peu près 21% d'oxygène. Le reste, c'est de l'argon. Et les autres, des gaz en traces, là, on ne peut pas les exprimer en pourcentage parce qu'ils sont beaucoup trop petits en quantité. Comme le gaz carbonique, par exemple, le fameux CO2, il est à 400 parties par million. Donc, très faible concentration dans l'atmosphère de la Terre. L'air a une réactivité chimique voisine de celle de l'oxygène, à savoir oxydante et décarburante. Donc, le gaz qui est réactif dans notre atmosphère, l'azote ne l'est pas, l'argon ne l'est pas non plus, c'est vraiment l'oxygène. C'est lui qui a la capacité de réagir chimiquement, d'agir en tant que comburant, d'oxydant, autrement dit, il a un certain pouvoir oxydant sur des éléments facilement oxydables. Donc, l'air est un gaz très souvent présent dans les fours. C'est le cas en ce qui concerne nos fours à nous. On ne fait pas de... L'atmosphère qu'il y a dans nos fours, c'est la même air que l'on respire. Donc, notre atmosphère, elle est oxydante et décarburante pour les aciers à cause de la présence d'oxygène. Ça, on va voir ça un petit peu plus en détail tout à l'heure. Mais l'air aussi ne sert pas uniquement d'air, d'atmosphère de four conventionnel.
on va se servir de l'air aussi pour fabriquer d'autres types d'atmosphères. Donc, on va se servir de l'oxygène pour fabriquer des atmosphères, de manière à avoir une atmosphère qui, par exemple, ne sera pas des carburants ou oxydants. Un petit peu plus de détails concernant le CO2. Euh, beaucoup de monde ne sont pas capables dans leur tête de se faire une idée de la quantité de CO2 qu'il y a dans l'atmosphère actuellement. Lorsqu'on demande, et c'est assez surprenant parce que il y a beaucoup de vidéos sur YouTube des chercheurs dans le domaine du climat, par exemple, qui posent des questions à des étudiants en maîtrise en écologie, et même au doctorat. Et moi, ça m'amuse de regarder ça un petit peu, où là, on a des présentations orales d'étudiants à la maîtrise au niveau universitaire. En France, il y en a quelques-uns, c'est assez drôle. Donc, des étudiants qui ont étudié là, 5-6 ans là, en environnement ou en écologisme, et lorsqu'on leur demande, lors de leur présentation de chaire de recherche, la quantité, la concentration en CO2 qu'il y a dans l'air actuellement, on a des réponses, là, très souvent des réponses farfelues comme 5, 10, 15, 20% de CO2. Donc c'est assez surprenant d'entendre ce genre de réponse-là de la part d'étudiants universitaires qui étudient dans le domaine de l'environnement, de ne pas savoir, de faire des chaires de recherche autour du CO2, mais de ne pas savoir la base, c'est-à-dire la quantité de CO2 qu'il y a dans l'air. C'est même que je pense que c'est même pas enseigné à l'école. On n'ose pas trop le dire, j'imagine, je ne sais pas. Donc, la façon la plus claire que j'ai trouvée pour vous représenter dans votre tête la quantité de CO2 qu'il y a dans l'air, là, j'ai pris le plan du Centre Bell. Il y a 20 000 sièges environ au Centre Bell, un petit peu plus. Là. Donc, mettons, j'ai arrondi ça à 20 000 sièges. J'ai même mis le plan. Voyez, en tout petit, là, je ne sais pas si le CO2 est représenté par 6 sièges. Là, je les ai mis en couleur orange et vert là, dans la section 101 en haut. Là. Donc, j'ai pris 6 sièges, là, j'en ai représenté 4 en orange, puis 2 en vert, là, vous allez comprendre tantôt pourquoi je les ai pas mis de la même couleur. Mais, et le reste des sièges, ben, dites-vous qu'il y en a 78% que ça représente des molécules d'azote, 21% environ ça représente 20% environ qui représentent des molécules d'oxygène. Et là, j'ai représenté, là, il faut faire attention, là, ici, là, j'ai représenté aussi la vapeur d'eau qui est très présente. Hein. On oublie souvent d'en parler lorsqu'on demande la composition de l'air. Jamais l'eau est mentionnée. Pourtant, il est présent à hauteur de 2 à 5%. Ça varie. Même ça peut descendre à 1%. Au niveau des pôles, là, l'air est très très sèche, donc pôle nord, pôle sud, et ça tourne autour de 1% de vapeur d'eau. À l'inverse, lorsque vous allez près de l'équateur ou entre les deux tropiques, ça va varier entre 3 et 5%. Tout dépendant où on se situe, là, au niveau des océans, là, ça c'est en passant, là, entre les tropiques, au niveau des océans, là, c'est 5% à peu près. Au niveau du sol, qu'on s'entend, là, bon. Et là, j'ai représenté donc ce 5%-là par une section complète au Centre Bell. Si je vais au prorata, là, ça va représenter tous les sièges à peu près de la section 119 que j'ai mis à côté. Donc, dans les 4 sièges, j'ai représenté en haut les 6 sièges représentés par le CO2. Il y a 4 sièges et demi qui représentent le CO2 qu'il y avait dans l'air avant l'ère industrielle, avant que l'homme consomme du pétrole. Il y avait déjà 4 sièges et demi de CO2. Depuis le début de l'ère industrielle, il s'est ajouté 1 siège et demi de CO2. Donc sur tout le Centre Bell. Ça, c'est la quantité de CO2 qui s'est ajoutée depuis la fin des années 1800, le début de l'ère industrielle, jusqu'à aujourd'hui. Donc sur les 170 dernières années, il s'est ajouté 1 siège et demi de CO2. Et puis de ce siège et demi, j'ai mis en rouge un demi-siège. Donc le petit rectangle rouge que vous voyez ici, c'est un demi-siège. Ça, c'est la quantité de CO2 que l'homme a ajouté dans l'atmosphère entre les années 1880 jusqu'à aujourd'hui par l'activité industrielle. Pourquoi un demi et non pas les deux?
C'est-à-dire, pourquoi un demi et non pas un et demi? Parce que la Terre s'est réchauffée depuis le début de l'ère industrielle. On a réchauffé d'environ 0,8 à 0,9 degrés. Et le réchauffement a débuté à la fin des années 1600. Et ça a fait réchauffer les océans. Et lorsque les océans se réchauffent, ils dégagent plus de CO2. Donc le CO2 est en majeure partie dissous dans l'océan. Et lorsque vous réchauffez l'eau, et ça vous pouvez faire l'expérience avec une liqueur de l'eau, lorsque l'eau ou la liqueur est plus chaude, elle dégaze plus de CO2. Donc depuis ce temps-là, il s'est émis davantage de CO2, non pas parce qu'on a consommé, mais le 2 tiers parce que les océans les a rejetés, donc du carbone qui avait été accumulé là quelques milliers d'années, qui a été en partie rejeté par les océans dû au réchauffement de l'eau depuis les 300-400 dernières années. Voilà. Donc, nous, on a ajouté l'équivalent d'un demi-siège de CO2 dans le Centre Bell. Et selon des écologistes, l'ajout d'un autre demi-siège, parce qu'eux, ils prédisent que on va ajouter un autre demi-siège, qui est tout à fait vrai d'ailleurs. Là. Dans les 50 prochaines années, on va ajouter probablement un demi-siège de CO2 supplémentaire. Mais eux, ils disent que ça va faire grimper de 6 degrés Celsius. Pourtant, en ajoutant un siège et demi de CO2, donc il s'est ajouté un siège et demi de CO2 depuis le début de l'ère industrielle, la température a grimpé de 0,8. Comment on pourrait donc grimper de 6 en ajoutant un demi-siège? Donc, vous poserez la question aux écologistes. Propriété des gaz. Donc, le CO2, là, je vais parler des gaz qu'on peut retrouver dans les fours de manière plus spécifique. Je vais commencer par le gaz carbonique, parce que là, je parle du gaz carbonique depuis tout à l'heure, fait que je vais continuer sur ma lancée, mais là, je vais revenir au sujet qui nous intéresse, le CO2 dans les fours de traitement thermique. Donc, le CO2, c'est un gaz qui est oxydant et décarburant. Donc, il a le même effet que l'oxygène, qui est aussi oxydant et décarburant. Donc, lorsqu'il y a trop de CO2 dans un four de traitement thermique, ce CO2-là va capturer le carbone à la surface de l'acier et se transformer en monoxyde de carbone dans le four. Donc, le monoxyde de carbone est un gaz. Donc, il est décarburant. Il enlève le carbone de la surface de l'acier et le remet dans l'atmosphère. C'est ce qui fait le CO2 de par la réaction que vous voyez ici. Donc, carbone entre parenthèses, c'est le carbone dans l'acier. La molécule de CO2 se colle à la surface, réagit avec le carbone qui est aussi à la surface de l'acier et se transforme en monoxyde de carbone. Mais aussi, le CO2 a un effet oxydant. Donc, ce pouvoir oxydant-là, il va pouvoir l'exercer sur les atomes de fer à la surface de la pièce en acier, l'oxyder, c'est-à-dire le transformer en oxyde de fer et encore formation de monoxyde de carbone qui va accompagner la formation d'oxyde de fer qui est la calamine ou la scale. Donc, le gris foncé qu'il y a sur la surface des aciers que vous retrouvez sur la plupart des produits, les tiges d'acier qu'on achète, parce que beaucoup des produits que l'on achète au département sont laminés à chaud. Donc, à haute température, le fer c'est oxydé cette fois-ci par la présence d'oxygène dans l'air lors de leur refroidissement après le laminage. Mais ici, on parle de l'oxydation du monoxyde par le gaz carbonique qui a le résultat qui va lui aussi faire de la calamine, c'est-à-dire de l'oxyde de fer. Ça peut être sous forme de FeO, ça peut être aussi sous forme de Fe3O4. Donc, le FeO peut continuer à réagir avec le gaz carbonique et compléter l'oxydation du fer à un état d'oxydation encore plus élevé pour former la magnétite ou le Fe3O4 avec encore génération de monoxyde de carbone. Le monoxyde de carbone, donc le monoxyde de carbone, lui, c'est un autre gaz. Il est par contre constitué des mêmes atomes que le gaz carbonique, sauf qu'ici, il y a un oxygène de moins. C'est un gaz qui est réactif, donc c'est un gaz combustible. Le CO2, il n'est pas combustible parce que c'est un gaz qui
qui est complètement oxydé. Là. Le carbone ne peut pas s'oxyder d'être oxydé davantage. Tandis que le monoxyde de carbone, le CO, la combustion, l'oxydation n'est pas complétée. Fait qu'il peut s'oxyder encore pour se transformer en CO2. Donc, dans l'industrie, ça arrive souvent qu'on utilise le monoxyde de carbone comme gaz combustible pour fournir de l'énergie. Mais en même temps, dans les fours de traitement thermique, le monoxyde de carbone, c'est un gaz qui est réducteur. Donc, il est l'inverse du CO2, il n'est pas oxydant, il est réducteur. Et il est carburant. Donc, vous voyez, c'est complètement l'inverse du CO2. Le monoxyde de carbone est réducteur et carburant. C'est-à-dire que lorsqu'il est en contact avec l'acier, il va fournir un atome de carbone. Vous voyez, là, deux molécules d'oxyde de carbone, donc de monoxyde de carbone, en contact avec l'acier. Le carbone du monoxyde va rentrer dans l'acier et il va y avoir en même temps formation de CO2. Donc, il y a un des deux carbones qui rentre dans l'acier. Et puis, le carbone restant et les deux oxygènes vont former ensemble du CO2. Donc, ça fait une réaction de carburation. Donc, le carbone, entre parenthèses, c'est le carbone qui rentre dans l'acier. Puis, c'est aussi un gaz qui est réducteur. Par contre, il doit être accompagné d'hydrogène. Donc, le monoxyde de carbone, c'est-à-dire, non, ça c'est carburant. Ça, c'est une autre réaction de carburation. Monoxyde de carbone plus de l'hydrogène dans le four, ça fait aussi un effet de carburation, mais cette fois-ci, il n'y a pas de CO2 de formé qui va accompagner l'entrée du carbone dans l'acier. Ça va être de la vapeur d'eau. Donc, le carbone ici est dissous dans l'austenite parce que c'est une réaction à haute température pendant un traitement thermique. Donc, le fer est austinétique à ce moment-là. Donc, ici, ce que vous voyez, c'est un graphique. C'est un diagramme d'équilibre. Donc, un peu comme les diagrammes d'équilibre fer-carbone. Sauf que ici, ça exprime une chose différente. Le diagramme d'équilibre, ici, vous montre trois zones. Chacune des zones correspondant à un état d'oxydation du fer. Donc, dans la partie inférieure, qui est identifiée fer, c'est le fer métallique. Donc, le fer non oxydé par l'oxygène. Vous avez une autre section en triangle, le FeO. Donc, ça, c'est la zone concernant l'oxydation du fer par un seul atome d'oxygène, et donc avec un certain degré d'oxydation. Et le Fe3O4, c'est le degré d'oxydation le plus poussé pour le fer, donc Fe3O4, avec donc le fer est encore davantage oxydé, Fe3O4. Donc, ce que le diagramme ici nous montre, c'est que si vous regardez l'axe vertical, qu'est-ce que ça exprime? Les chiffres sur l'axe vertical, ça exprime le ratio moléculaire CO2 sur CO. Donc, gaz carbonique sur monoxyde de carbone. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus le chiffre est élevé, plus vous vous situez haut dans le diagramme, plus ça concerne une atmosphère de four riche en CO2 et pauvre en monoxyde de carbone. Donc, étant donné que le CO2 il est oxydant et que, à l'inverse, le monoxyde de carbone, le CO, il est non oxydant, même au contraire réducteur. Donc, réducteur, c'est d'enlever, c'est de désoxyder, c'est ce que ça veut dire. Donc, CO2, c'est un oxydant, puis le CO, c'est un désoxydant. Mais plus il y a de CO2, plus l'atmosphère dans son ensemble va être oxydante. Donc, plus vous êtes élevé dans le graphique, dans le diagramme, par exemple, si vous êtes à 1,5, ça veut dire qu'il y a 1,5 fois plus de CO2 que de monoxyde de carbone dans le four. À ce moment-là, en fonction de la température, vous risquez beaucoup d'avoir une oxydation très poussée du fer, lui permettant d'être capable de faire du Fe3O4. Mais encore là, ça dépend de la température, cette oxydabilité-là. Ce qu'on voit, c'est qu'à 1,5, justement,
de température faible jusqu'à environ 950 degrés C environ. Donc là, si vous suivez la ligne 1.5 horizontalement, vous êtes toujours à F 3 ou 4. Mais à un moment donné, lorsque vous grimpez la température et qu'on atteint 950, on arrive à un croisement, là, la limite entre FE3 ou 4 et FEO. Et à partir de ce moment-là, l'oxydabilité de l'atmosphère devient moins élevée. Et là, il y a une réduction partielle du FE3O4 qui se fait. Donc, et là, il va rester encore un peu de l'oxygène avec le fer, mais lui permettant uniquement d'être capable de faire du FeO. Donc, c'est ça que ça dit ici. Puis là, ça dit en même temps aussi que si on veut que l'acier demeure, le fer demeure métallique, s'oxyde pas, c'est ce qu'on veut habituellement, ben, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il faut s'assurer que dans le four, il y a une quantité suffisante de monoxyde de carbone. Donc, il faut ajouter du monoxyde de carbone, réduire la quantité de CO2 de façon à baisser le ratio et à tomber dans un domaine pour lequel on voit que le fer n'est pas oxydé. Donc, c'est ce qu'on tente de faire. Mais on s'aperçoit que plus la température est élevée, plus ça va prendre de monoxyde de carbone pour protéger le fer de l'oxydation, parce qu'on voit que la courbe s'en va en descendant. Donc, elle s'abaisse, là, la limite du fer métallique s'abaisse en fonction que la température grimpe. Donc, c'est ce que ça veut dire ici, le diagramme d'équilibre. Je vais regarder combien de temps j'ai utilisé avant de continuer, parce que quand on donne un cours, on ne voit pas toujours le temps passer. Bon, ben, je peux continuer encore une quinzaine de minutes. OK. Voilà. Maintenant, l'hydrogène. Okay. L'hydrogène, qui est un gaz qui, comme le monoxyde de carbone, il est réducteur, fortement réducteur même. Donc, l'hydrogène est même utilisé beaucoup comme gaz de protection dans les fours à atmosphère. Donc, c'est un gaz de protection très réducteur. On utilise même l'hydrogène dans notre four BMI lorsque vient le temps de faire des opérations de carburation à partir d'échantillons d'acier qui sont au départ oxydés, donc calaminés, donc laminés à chaud. Bien, il suffit d'exposer l'acier à haute température à de l'hydrogène. Ça n'en prend pas beaucoup, on en ajoute un petit peu dans le four. Et puis, ça a un effet nettoyant ou désoxydant ou réducteur, là, de manière à faire en sorte qu'au bout d'un certain moment donné, avant de procéder à la carburation proprement dite, que l'acier soit complètement débarrassé de sa couche. Dans le contexte de l'opération de cémentation par le carbone ou par l'azote, c'est extrêmement important parce que la couche de calamine représenterait une barrière qui empêcherait le carbone de rentrer dans l'acier et d'empêcher l'opération de cémentation. Donc, nous, dans le BMI, la technologie, ben, le fabricant permet la possibilité de désoxyder le métal avant l'étape de la carburation, tout simplement en injectant dans l'enceinte du four de l'hydrogène. Donc, il réduit les oxydes métalliques en métaux. Donc, il arrache l'oxygène du métal. Donc, c'est ce qui fait l'hydrogène. L'hydrogène humide, c'est quoi? Ben, c'est de l'hydrogène mélangé avec une autre molécule de la vapeur d'eau. Quand on parle d'humidité, on parle d'eau. Donc, l'hydrogène humide, c'est-à-dire le mélange hydrogène-eau, peut être des carburants selon la température du four, le temps de maintien en température, la quantité de vapeur d'eau dans le four et la teneur en carbone de l'acier. Bon. Donc, l'hydrogène, lorsqu'il exerce sa réduction, il se transforme en vapeur d'eau. Parce que c'est lui qui, autrement dit, l'hydrogène se propose, le métal, lorsqu'il est oxydé, donc il est lié chimiquement avec des atomes d'oxygène, montré ici.
Et puis, donc ça c'est la vapeur d'eau. Moi, j'ai pas mis de réaction ici avec l'hydrogène. C'est un petit peu bizarre. Je me semblait que j'avais des réactions. En tout cas, peu importe. Donc l'hydrogène va tout simplement arracher l'atome d'oxygène et se transformer donc en vapeur d'eau. Donc ça fait faire du H2O. Mais le H2O, lui, il est complètement à l'inverse de l'hydrogène. La vapeur d'eau, c'est une molécule qui, au contact de l'acier, est oxydant et décarburant. Donc, lorsque vous avez de la vapeur d'eau en contact avec le fer, il se fait exactement le phénomène inverse. L'oxyde de fer se forme et il se reforme de l'hydrogène. Puis même que cette réaction-là peut être poussée davantage. Si le FeO est en contact avec encore de la vapeur d'eau, l'oxydation se poursuit pour former du Fe3O4 et encore de l'hydrogène. Donc, l'hydrogène, lui, il fait le chemin inverse. Donc, si vous avez assez d'hydrogène dans le four, il réagit avec le FeO. Donc, vous prenez la même équation, mais vous la lisez dans le sens inverse, c'est-à-dire de droite vers la gauche. Donc, l'hydrogène, lorsqu'il y en a beaucoup dans le four, suffisamment, il réagit avec la calamine ou l'oxyde de fer pour se transformer en eau et le fer, voyez-vous, redevient à l'état métallique. Donc là, il existe donc un équilibre thermodynamique, comme c'était le cas entre le monoxyde de carbone et le CO2 tout à l'heure. J'ai un deuxième diagramme qui, cette fois-ci, concerne l'équilibre qu'il y a entre l'hydrogène et la vapeur d'eau. Donc, tout dépendant du ratio vapeur d'eau qui, lui, est oxydant, par rapport à la quantité d'hydrogène qui, elle, est réducteur. Donc, tout dépendant de la quantité relative de ces deux gaz-là qui ont des effets inverses, ben, soit que le fer va être oxydé, soit sous forme de Fe3O4 ou de FeO, ou soit qu'il va être réduit, c'est-à-dire à l'état métallique non oxydé. Donc, bien entendu, on vient de dire que l'hydrogène, il est réducteur, puis que la vapeur d'eau est oxydante. Donc, plus il y a de vapeur d'eau par rapport à l'hydrogène, plus le fer va être oxydé. C'est ce que le diagramme montre justement. Les chiffres de l'axe vertical, plus ils sont élevés, plus il y a de vapeur d'eau par rapport à l'hydrogène, donc plus le mélange, l'atmosphère dans son ensemble est oxydante. Et vous voyez bien effectivement que la partie supérieure du diagramme montre la présence de Fe3O4. Si vous réduisez un petit peu la quantité de vapeur d'eau par rapport à l'hydrogène, l'atmosphère devient moins oxydante. Et là, on a un fer moins oxydé, donc du FeO. Et si vous réduisez encore la quantité de vapeur d'eau ou vous augmentez la quantité d'hydrogène pour baisser le ratio, bien là, vous venez de protéger le métal parce que là, on vient de tomber dans des conditions réductrices. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de vapeur d'eau pour oxyder le métal, puis il y a suffisamment d'hydrogène pour en empêcher l'oxydation. Fait qu'à ce moment-là, on va se retrouver en présence de fer métallique à la surface de l'acier, non oxydé. Et comme ça l'était avec le monoxyde de carbone et le CO2, ces situations-là vont dépendre non seulement du ratio vapeur d'eau-hydrogène, mais on va aussi dépendre de la température. Donc on remarque que donc plus la température est élevée et plus ça prend de vapeur d'eau pour oxyder le métal. Donc par exemple, si je suis à 0,25, un ratio de 0,25, c'est suffisant. On est à 400 degrés C. Donc, 0,25, il y a 4 fois plus d'hydrogène que d'eau. C'est ça que ça veut dire, là. Donc, c'était un quart. Donc, une molécule d'eau pour 4 molécules d'hydrogène, donc 0,25. Ben, 400 degrés C, là, même s'il y a 4 fois plus d'hydrogène que d'eau, le fer est complètement oxydé. On est dans la zone Fe3O4. Mais si vous grimpez la température tout en maintenant le ratio, à un moment donné, à autour de 525 degrés C, vous tombez instantanément à des conditions protectrices. C'est-à-dire que 0,25, l'hydrogène devient de plus en plus efficace pour protéger le métal. La réactivité entre l'hydrogène et l'oxyde de fer augmente, de sorte que là, le fer est désoxydé
à partir de 525 degrés C et le fer devient métallique. Je continue encore avec les propriétés des gaz. Un autre gaz qu'on va retrouver dans beaucoup de fours à traitement thermique pour soit générer des gaz, des atmosphères carburantes. Nous, c'est justement dans le BMI, on utilise un hydrocarbure lorsque vient le temps de faire de la cémentation. On utilise de l'acétylène, du C2H4. Mais les hydrocarbures peuvent être injectés dans le four aussi pour brûler. Donc des fours qui fonctionnent à la flamme, où la combustion d'hydrocarbures se fait à l'intérieur même du four pour générer les températures élevées de traitement thermique. Donc, les principaux hydrocarbures utilisés sont le méthane, le propane et le butane. Donc, des gaz qui sont assez connus, là. Le méthane qui sert dans le monde à faire de l'électricité. Le propane qui est utilisé, qui est vendu pour les fours barbecue, par exemple, pour d'autres utilisations, pour chauffer des équipements en industrie. Le méthane aussi, d'ailleurs, peut servir à chauffer des équipements en industrie, très, très utilisé dans le monde, beaucoup aux États-Unis, beaucoup en Europe, de plus en plus utilisé. Et le butane, qui est un gaz plus spécifique, qui va servir pour toutes sortes aussi d'autres, une source d'énergie pour d'autres équipements plus adaptés, entre autres combustibles utilisés pour les briquets. Et le gaz naturel, ce qu'on appelle gaz naturel, c'est un mélange des trois principaux gaz, hydrocarbures, que forme ce qu'on appelle du gaz naturel, parce que dans la nature, là, les choses pures n'existent pas. C'est souvent un mélange de plusieurs molécules différentes. Mais le gaz naturel, c'est plusieurs hydrocarbures mélangés, mais constitués en forte majeure partie de méthane, de propane et de butane. Là, ça peut aller tout dépendant des sources de gaz naturel de 80-95% environ. Et dans le monde, là, de plus en plus d'électricité à l'échelle mondiale est produite à partir du gaz naturel, donc du mélange méthane, propane et butane. Aux États-Unis, c'est particulièrement le cas. En Europe aussi. Donc, le propane et le butane sont des gaz de pétrole liquéfiés aussi. Donc, ils font partie aussi. Ils peuvent être extraits du pétrole à partir des autres constituants. Et ils peuvent être stockés sous forme liquide et utilisés sous forme gazeuse. Donc, le butane et le propane, ça vient à l'état liquide. Tandis que le méthane, c'est gazeux. Donc, les hydrocarbures, ces gaz servent pour la génération des atmosphères. On va en parler dans une autre capsule qui va suivre une technologie de four particulière qui s'appelle les fours endothermiques, avec lesquels on va utiliser des hydrocarbures pour générer des atmosphères de protection. Comme gaz additionnel pour la carburation des aciers, notamment au BMI, où notre BMI il va utiliser des hydrocarbures comme atmosphère carburante, comme dans d'autres types de fours d'ailleurs. La réactivité chimique de ces gaz, donc, est très liée à la température des fours. Donc, ça brûle beaucoup là, lorsque vous injectez ces hydrocarbures-là à l'intérieur d'un four qui fait déjà 850-900 degrés C. La combustion est très efficace et rapide. Le propane et le butane, par exemple, réduisent la vapeur d'eau et le gaz carbonique aux températures supérieures à 750. Ça, c'est un effet autre que le pouvoir de combustion. Les molécules de propane et de butane, lorsqu'ils ne sont pas brûlés et présentes dans un four à traitement thermique, ont un effet sur la carburation ou non de l'acier et l'oxydabilité de l'acier aussi. Donc, le propane et le butane, ils réduisent la vapeur d'eau. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils transforment la vapeur d'eau en oxygène et en hydrogène. Et ils réduisent le gaz carbonique en monoxyde de carbone et en carbone. Donc, ça, c'est un effet de la présence de ces gaz-là dans un four traitement thermique, si tel est le cas. Je vais... ok, parfait. Je vais terminer avec les gaz. Après ça, ça va compléter pour la capsule. Donc, l'ammoniac, qui est un gaz dont on a déjà parlé dans le chapitre sur la nitruration, c'est un gaz très spécifique qui sert uniquement pour la nitruration. Donc, c'est une source d'azote.
le NH4. Un gaz assez toxique. Il faut utiliser, lorsqu'on fait de la nitruration en présence d'ammoniac, ça prend une enseigne complètement étanche et fermée pour pas qu'il y ait de fuite. Donc, utilisé pour générer des atmosphères de protection par craquage aussi, pour la nitruration gazeuse, comme je viens de le dire, et comme gaz additionnel aussi pour la carbonitruration. Donc, il vient souvent en phase liquide et ensuite employé sous sa forme gazeuse. Les gaz inertes qui sont employés dans les traitements thermiques sont en majeure partie l'hélium et l'argon. Donc, ces gaz-là sont de temps en temps utilisés en traitement thermique, quelquefois pour les aciers, mais surtout pour d'autres métaux comme le titane, qui requièrent des protections parfaites. Parce qu'on sait que le titane est très oxydable, non seulement par l'oxygène, mais aussi par l'azote, la vapeur d'eau, l'hydrogène aussi. Donc, dans le cas du titane, l'hydrogène n'est pas à considérer comme protection parce qu'il va se faire des hydrures de titane. Donc, il faut absolument utiliser des gaz pour lesquels on est garanti qu'il n'y ait aucune réaction chimique. Donc, des gaz inertes comme l'hélium et l'argon. L'argon, surtout, est le plus utilisé. L'hélium, de moins en moins. L'argon est toujours disponible parce qu'il fait partie de l'air que l'on respire et il est plus lourd que l'air, de sorte que ce qu'on fait, c'est qu'on prend de l'air tout simplement et on fait une distillation fractionnée pour obtenir de l'argon pur qu'on utilise et qu'on récupère ensuite de manière infinie. Donc les ressources sont illimitées. Tant qu'il va y avoir de l'air sur la planète, il va y avoir de l'argon parce qu'il fait partie d'un gaz qui est toujours là. L'hélium, c'est pas le cas. Beaucoup plus cher que l'argon, de plus en plus en tout cas, parce que l'hélium il est perdu lorsqu'on l'utilise et il n'est pas naturellement présent dans l'air. Il est un sous-produit de l'exploitation du gaz naturel, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ces gaz inertes sont utilisés pour le traitement des métaux très oxydables, comme le titane par exemple, certains aciers inoxydables ou des aciers spéciaux. Pour le magnésium aussi, soit dit en passant, on utilise beaucoup l'argon. Les alliages de titane, notamment, ne pouvant être traités dans des atmosphères contenant de l'hydrogène, de l'azote, le sont sous atmosphère d'argon pur et sec, ou encore sous vide. Donc, on a deux possibilités avec le titane, soit qu'on y va avec atmosphère d'argon, en pression totale ou partielle, ou soit qu'on y va sous vide. Donc, ça va compléter pour la première capsule de la 12e semaine.